Oreste se réveille et respire l'air léger du matin avec la merveilleuse saveur du printemps. Depuis longtemps déjà, il a appris à dormir sur sa selle comme les uns. Combien d'événements et d'impressions. Ils avancent pendant plusieurs semaines vers l'est à la rencontre du soleil. Avant, ils ont passé un mois au Caucase, sur l'ordre d'Oroskan. Les princes et les chefs qui étaient les vassaux du khan Oerbars, mort récemment, ont prêté serment de fidélité à Attila. Le serment donné au nom de Tangra. Les lois de Modun Khan et l'autorité d'Attila assuraient la soumission de ses sujets. Le soleil vient de se lever. Sur l'horizon on voit les montagnes bleues. Attila s'écrie, Altaï, le pays de nos ancêtres. Le prince Elak et les cavaliers de l'escorte poussent des cris de joie, Hourra, Orui, Aïkal. Après quelques heures de course folle, ils s'arrêtent au bord de la rivière, chez le prince des Turcs, flatté par la visite de tel hôte de marque. La tribu locale ne fait pas partie de l'état d'Oros et Attila, mais garde toujours sa neutralité car elle éprouvait du sud la pression des Joujans. Le dialecte turc se distinguait de celui de la plupart des Huns rencontrés par Oreste, mais était tout à fait compréhensible. Le prince turc dit: nous vivons aussi selon les lois de Modun Khan et nous supplions Tangra du rétablissement de l'unité de toutes les tribus solaires une avec les brides sur le dos. Puisqu'au ciel il n'y a qu'un seul Dieu, sur la terre il ne doit être qu'un seul souverain, qui garantira la paix entre tous les pays. Les Joujans possèdent les terres principales des anciens Huns et pensent que ce sont eux qui doivent rétablir l'Empire Hun, mais ils ne suivent pas toujours les lois de Modun Khan. Ils disent que les Tabgax servent avec trop de zèle les intérêts de leurs sujets chinois. On commence à parler ensuite de l'itinéraire ultérieur d'Attila qui veut parvenir cette fois jusqu'au centre du premier empire Hun. Le prince dit: personne, sauf le Khan des Joujans, ne peut vous empêcher de visiter les tombes de vos ancêtres. Je pense que lui aussi n'osera pas vous empêcher et, peut-être, sera-t-il même très content de vous rencontrer. Je peux aller le voir avec un de vos officiers afin de lui expliquer vos intentions. Vous pouvez aller tranquillement vers Baïkal, là-bas je vous retrouverai. Nos voyages doivent normalement avoir la même durée. Ensuite je voudrais aller avec vous vers la rivière Orkhon. C'est aussi intéressant pour moi de visiter ces endroits. Rive occidentale du lac Baïkal. Attila et sa suite sont montés au sommet d'une haute montagne, sacrée pour les habitants du pays, pour regarder le soleil levant. Oreste, qui sait que les Huns récitent silencieusement des prières courtes, commence aussi en silence sa prière chrétienne. Quand le soleil monte, Attila demande à sa suite de le laisser avec Elak et de redescendre au camp en bas de la montagne. Le père et le fils regardent longtemps le grand lac des ancêtres. Attila a vu les mers Méditerranée, Noire, Caspienne, Aral, Baltique et la mer du Nord, mais n'a jamais éprouvé une telle émotion. Il respire profondément, avec bonheur et délice, à grande goulée l'air frais. Contemple ses eaux et ses montagnes bleues, pour ne point les oublier, s'enivre de l'odeur de la taïga et des steppes. Puis Attila se calme et dit à son fils: nos ancêtres ont été obligés de quitter ces terres. La Chine dressa contre eux les peuples voisins et brouilla les chefs. Beaucoup de générations de nos ancêtres vivaient paisiblement entre l'Oural et la mer d'Aral. Un jour, Tangra leur envoya une biche avec des cornes d'or, qui les guida vers la gloire militaire. Leur rappela la grandeur de nos ancêtres. Maintenant nous avons créé notre puissant aile. Et ton nom Elak signifie « celui qui possède un état » ou « paisible ». Car le mot « aile » a les deux significations « état » et « paix ». Tu sais que les Huns ne peuvent même pas sortir leurs armes de leur fourreau sans l'ordre du Khan. Nous avons ainsi une responsabilité immense,
Nous seuls répondons devant Tangra des victimes inévitables des guerres pour l'ordre sur la terre. La vie humaine est courte. Je m'occuperai de la paix et de l'ordre à l'ouest. Tu continueras cela ensuite à l'est sur la terre de nos ancêtres. Attila et Elak détachent leurs ceintures et les mettent à leur cou. Ils s'assoient ensuite sur le rocher et communiquent longtemps dans leurs esprits avec Tangra. Au camp, ils sont attendus par le prince d'Altaï qui vient d'arriver avec un prince Joujan. Qui les salue par ces mots: Mon père, le Kakan des Joujans salue le Khan Attila et le prince Elak. Je vous accompagnerai au bord d'Orkhon, où il vous attend. Commence ensuite le festin amical avec des flots de koumis pétillants. Au reste, remarque que la langue joujane est déjà plus difficile à comprendre et que les interlocuteurs doivent parfois recourir à l'aide des Turcs. Mais plusieurs Joujans parlent bien le dialecte d'Altaï. La possibilité de se comprendre presque sans traduction donne à tout le monde un grand plaisir. Elak remarque: les commerçants tabgatch viennent jusqu'à la Volga. Nous comprenons leur langue. Les Joujans froncent les sourcils, ils perdront bientôt leur énergie une et se transformeront en chinois. Plusieurs tabgatch vivent dans les villes, les fonctionnaires chinois ont commencé à séparer l'empereur des guerriers. Ils le considèrent déjà comme leur souverain et pas comme le Khan des tabgatch. Nous avons des relations difficiles. La conversation touche à la vie locale. Nourgun, un des guerriers Joujans, explique: ici se terminent les steppes. Non loin commence le grand fleuve Lena, sur le bord duquel je suis né. On dit qu'il se jette dans l'océan glacial. Là il y a peu d'habitants. Les gens vivent principalement de chasse et de pêche. Le prince d'Altaï corrige: une partie des Sakas avec de hauts nez et les yeux clairs, vivant avant nous à Altaï, est parti pour ce pays. Certains continuent à vivre jusqu'à maintenant dans nos montagnes. Ils parlent une langue, proche de la nôtre et sont éleveurs de bétail. Nourgun confirme cela: mes ancêtres étaient de cette tribu. Afin d'atteindre l'embouchure de ce fleuve, il faut rester sur un radeau, porté par le courant, pendant tout l'été. Là-bas, le soleil en été ne se couche pas. Au reste, ne crois pas à ce récit. Dans les steppes, du lac Baïkal jusqu'à l'Orkhon, les voyageurs remarquent les traces des anciennes villes. Ils voient des hameaux de maisons octogonales en bois. Une partie de la population vit dans des maisons semi-enterrées en briques et en pierre. L'entrée des maisons est toujours à l'est. Le foyer se trouve dans l'angle nord-est. Au reste s'étonne que le tuyau de cheminée passe sous les lits et les bancs le long des murs afin d'augmenter le rendement du chauffage du foyer. Au reste se rappelle une couche noire produite par la fumée sur les murs des maisons des Romains simples. Les maisons traditionnelles romaines ne comprenaient qu'une pièce. Elles servaient de cuisine, de cantine et de chambre à coucher. Certains pensent que son nom, atrium, vient du mot ater, noir, car elle n'avait pas de tuyau de cheminée. Pour cela et pour l'éclairage n'existait qu'un trou rectangulaire au centre du toit. La lumière entrait aussi par la porte. Les fenêtres n'existaient pratiquement pas. Certaines maisons possédaient des pièces divisées par des cloisons. On avait d'habitude une remise en planche nommée tablinium, du mot tabula, planche. Les Romains ont appris à construire de telles maisons des Étrusques. Avant, ils n'avaient que des cabanes rectangulaires ou rondes sans fenêtres et même sans trou pour la sortie de la fumée. Au bord d'Orkhon, ils voient un camp militaire avec une tente royale au milieu. Le Kakan les rencontre amicalement. Je salue le Khan et le prince du Grand L des Huns de l'Ouest. Je suis content que vous ayez décidé de visiter la terre et les tombes de vos ancêtres. Un grand festin commence. En levant une coupe de vin chinois, le Kakan dit: nous avons ici un scientifique chinois d'origine Hun, Bilgen. Il est venu, lui aussi, visiter la terre de ses ancêtres.
Son récit sera intéressant pour nous. Bilgen. Après quelques formules de politesse, commence son récit avec plaisir. Vous connaissez bien les légendes sur Modun. J'entendais des récits presque identiques des simples guerriers Tabgart en Chine, des bergers sur les bords d'Orkhon et dans les montagnes d'Otuken. C'est pourquoi je vous raconterai seulement les détails sur la fondation de l'Empire Hun communiqués par Simassian. Il y a environ 6 siècles et demi, Modun a fait ses premières incursions en Chine, où venait de tomber la dynastie Sine. Le nombre de sa troupe était évalué à 300 000 personnes. L'empereur Gao Tzu conduisit personnellement les troupes contre Modun. Mais les Huns ont appliqué la tactique ordinaire des cavaliers des steppes. En feignant la fuite, Modun a attiré les détachements chinois dans un piège et a encerclé l'avant-garde de l'armée chinoise avec l'empereur près du village Baidin, non loin de la ville de Panchen. Modun avait 4 armées qui se distinguaient par les couleurs des chevaux, blanc, gris, maureau et roux. Et Lak s'exclame: d'où vient notre armée sur les chevaux blancs, le peuple Akaatseri. L'animation est générale. Bilgen continue son récit. Gao Tzu était obligé de conclure avec Modun un accord de paix et de parenté, de lui donner une princesse pour épouse et de s'engager à payer un tribut annuel. Modun a créé une puissance tellement forte que les Chinois la comparaient avec l'Empire du Milieu. 30 ans après, un prince Hun frontalier attaqua la Chine. L'empereur a mobilisé l'armée, mais les Huns n'ont pas livré bataille. La cour chinoise, en prenant en considération la force des Huns, a restauré avec eux des relations de paix. Selon un nouvel accord, la puissance Hun était reconnue égale de l'Empire chinois, et les deux empereurs se nommaient l'un l'autre frère. La même année, les Huns avaient d'importantes victoires à leur frontière occidentale. Tout ce que voit et entend au reste confirme l'analyse d'Attila de la situation internationale. Attila conclut avec le Khakan un accord d'amitié qui prévoit le respect de la zone des peuples et tribus neutres. Celle-ci pouvait accepter une proposition de participation aux incursions à l'est, entreprises par le Khakan des Joujans ou dans les entreprises à l'ouest, conduites par Attila. Le Khakan propose aux visiteurs: vous pouvez maintenant aller regarder et visiter la grande muraille de Chine construite contre nos ancêtres communs. Après votre grand voyage, cela ressemblera à une petite promenade. Les yeux d'Elak et d'Oreste s'enflamment. Attila dit: nous devons revenir bientôt sur le Danube. Cette fois notre voyage est trop long. Mais je brûle, moi aussi, du désir de contempler cette grande muraille qui témoigne si bien de la puissance de nos ancêtres. Accompagné par Bilgen qui connaît bien le gouverneur Tabgatch de la province frontalière, Attila et sa suite font un voyage fascinant à la ville frontalière chinoise, montent sur le mur et admirent les steppes infinies au nord et la province peuplée au sud. Attila décline avec regret une aimable proposition du gouverneur d'aller avec lui rencontrer l'empereur Tabgatch de la Chine et confie à Edekon la mission d'aller à la capitale de la Chine accompagné par Bilgen. On organise un banquet final dans une tour de la Grande Muraille, sur le toit de laquelle sont hissés à cette occasion les étendards Tabgatch, Hun et Joujan.